m'appelle Deona Mujimbo, je suis journaliste congolais, journaliste, écrivain, conférencier et traducteur d'origine congolaise, du Congo entre guillemets démocratique, parce qu'il y a deux Congos, nous on est du Congo, ex-Congo belge. Et je suis donc en France depuis le 24 mars 2009, arrivé dans des situations un peu compliquées, parce que moi je n'ai jamais demandé à quitter mon pays, je n'ai jamais rêvé de vivre hors du plus beau pays du monde, le Congo, malgré tout ce qui s'y passe aujourd'hui. En fait, si je suis en France, c'est que pendant plusieurs années, au pays, comme journaliste, il y a des pays où il ne fait pas bon être journaliste indépendant. On a vécu à beaucoup de choses toute ma vie, la dictature, les massacres, les pillages, la corruption, la gabegie des dirigeants et tout. À un point qu'on s'est dit, avec d'autres journalistes et défenseurs des droits de l'homme, il faut que le monde sache ce qui se passe réellement dans ce pays. Parce que la réalité, ce n'est pas celle que disent les rapports officiels. Okay? Quand la France donne 3 millions à nos dirigeants, ils se les partagent autour d'une table. Et puis ils disent on a construit un hôpital au fin fond du Congo. Mais quand les journalistes vont sur place, on voit que des malades, ils meurent dans les hôpitaux, faute de médicaments, il n'y a plus d'hôpitaux. Donc des choses pareilles qu'on a vécues. On s'est dit un peu naïvement, il y a quelques années, on s'est dit si les dirigeants de ce monde veulent bien avoir pitié de ce peuple, ils peuvent changer les choses. Okay? On pensait au chef de l'État français, au président des États-Unis, le pape, le roi des Belges. Ces quatre-là déjà, s'ils veulent changer les choses, ça peut changer. C'est ce que nous on se disait. D'où on s'est constitué en équipe, et d'autres individuellement, heureusement avec l'invention, disons, d'Internet. Donc, on a sillonné tout le pays pour dire dans chaque village qu'est-ce qui s'y passe réellement. Combien il y a eu encore de massacres, combien il y a eu de morts, combien les gens meurent, combien les enfants ne vont pas à l'école, pendant que les dirigeants s'achètent des villas en Suisse, envoient leurs enfants à la Sorbonne, au Cambridge. Okay? Donc pour dénoncer en fait. Et cela nous a coûté, pas moi seul, hein, beaucoup de journalistes. Il y en a beaucoup qui ont disparu, beaucoup ont été enlevés, beaucoup ont été assassinés, les journalistes, dont mon propre petit frère. Didas Namujimbo, c'était mon petit frère, même père, même mère. Il travaillait à la radio des Nations Unies, la radio Okapi, à Bukavu et à Goma. Le 21 novembre 2008, il revient de son travail à 21 h, il venait de se marier. Les voisins, ils nous disent après qu'ils ont entendu Didas qui discutait avec on ne sait qui pendant 3/4 d'heure, et puis il y a eu un coup de feu. Ça c'était la nuit du 23. Et le matin, comme l'insécurité totale, plus personne ne sort la nuit. Le matin, ceux qui se lèvent tôt vont découvrir Didas, il avait reçu une balle de Kalachnikov qui lui a éclaté la tête. Et c'est là qu'on se rend compte que Didas a été assassiné, on ne sait pas par qui. Mais le malheur c'est quoi? C'est qu'il avait sur lui 2 téléphones portables qu'ils ont emportés, les assassins. Tenez-vous bien, vous êtes en train d'enterrer votre petit frère, il est là dans son cercueil, et mon téléphone sonne, je regarde, c'est Didas qui m'appelle. En fait, les assassins qui l'ont tué. Mais quand je réponds, ils me disent, tu veux savoir ce qui est arrivé à ton frère, on va t'aider à le rejoindre rapidement. Il est là, enterré devant moi, enfin, au cimetière, au funérailles. Et comme depuis plusieurs années, je recevais des menaces, je me dis, tiens, ça devient sérieux. Okay? Mais plusieurs journalistes ont été assassinés, je vous l'ai dit. Mais la chance que j'ai eue, c'était quoi? C'est que les militaires chargés de m'assassiner pendant 6 ans, c'est eux qui venaient me protéger. Qui me disaient, Déo, tel article que tu as publié, comme je l'ai dit, on sillonnait les villages et tout. Tel article n'a pas plu à tel général, à tel ministre, il m'a envoyé te faire la peau. Je dis, mais pourquoi vous ne le faites pas? Il nous disait, parce que pour nous, tu es une sorte de porte-parole. Toi, au moins, tu peux parler à tes amis blancs, envoyer tes articles par Internet, pour qu'on sache les conditions que nous vivons. C'est le major ou le capitaine qui venait me donner des éléments pour me dire combien de général a encore volé d'argent. C'est le secrétaire du gouverneur de province, ici vous dites président du conseil régional et tout, par exemple. Le secrétaire qui venait me dire combien son chef a encore volé d'argent, détourné. Et donc, il me disait, toi tu es pour nous une sorte de porte-parole, les militaires. C'est les militaires qui me protégeaient. Parce que chez nous, je vais vous faire rire, on dit que tous les fonctionnaires souffrent du sida, de salaire impayé depuis des années. Okay? Donc le secrétaire, il n'est pas payé depuis des années, d'où la corruption. Chacun a mis en place un système de corruption. Le permis de conduire chez nous, ça se voit dans la rue, dans les bistrots. Tous mes amis savent qu'on a des permis, mais personne ne se conduit. C'est dans le bistrot, David, tu n'as pas besoin d'un permis, c'est 10 $, tu donnes 8 et 2 bières, tu as ton permis. Les points à l'école, ça se vend.
Ce n'est pas l'élève le plus intelligent qui sera premier de la classe, c'est celui dont les parents ont donné le plus d'argent au prof. Ce n'est pas la fille la plus motivée qui sera première, c'est celle qui est la plus gentille avec le prof. Vous comprenez ce que je veux dire? D'où le pays est en déliquescence. Tu vois aujourd'hui des avocats, des médecins, moi je ne confierai pas à n'importe quel médecin congolais, mon enfant a opéré, je ne suis pas sûr. Donc il a acheté son diplôme. Les profs, même chose, etc. Parce qu'ils ne sont pas payés. Et donc, c'est les militaires donc, qui me protégeaient. Un exemple ou deux. Il m'est arrivé plusieurs fois, j'avais une très belle maison à Bukavu, avec des arbres, des avocatiers, des manguiers et tout. Mais quand je sors, j'ai le tort de fumer. Quand je sors à 1 h du matin pour fumer, je vois des ombres dans mon petit verger, sous mes arbres. Évidemment, je rentre précipitamment dans la maison. Le matin, j'apprendrai qu'il y a un groupe de militaires qui a appris que notre groupe viendrait me faire la peau la nuit, qui passe la nuit chez moi sans rien me dire. À 5 h du matin, ils sont partis. Il y a un colonel qui est venu de Kinshasa, la capitale, pour me tuer. Il est arrivé, les militaires lui ont dit, mon colonel, avec tout le respect qu'on vous doit, si vous touchez à Déo, c'est la mutinerie. Le colonel dit, mais pourquoi vous protégez le journaliste? Il dit, pour nous, c'est un porte-parole. Ils l'ont tourné, en fait. Et le colonel, c'est un exemple, pendant que... il m'a pris chez lui, la maison qu'il avait louée pour son séjour, avec sa concubine. On prend le petit déjeuner, mais il donne des ordres à ses hommes. Okay, j'ai appris que Déo est à Draveil dans tel hôtel, allez le chercher là-bas pendant que je mange avec lui. Okay? Donc c'est les militaires qui m'ont protégé. Et donc je vous parlais de mon... Là je suis au point de comment je suis arrivé en France. Donc mon frère est assassiné, les menaces, je ne sais pas, vous comprenez que je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus faire de reportage. Vous pouvez vous protéger si vous savez que c'est Julien qui vous en fait, que c'est Déo, mon ennemi. Mais quand vous ne savez pas qui vous en veut, même jusqu'à aujourd'hui, j'ai peur de mes propres amis. Il y a des jeunes du Kivu que j'ai vu grandir, qui sont ici, mais je ne sais pas pour qui ils roulent. Tu ne me verras pas prendre un verre à Château-Rouge. Okay? J'ai peur de qui. N'importe qui peut me faire la peau pour 2000 € aujourd'hui. Ça dépend de qui l'envoie. Okay? Donc vous voyez comment je vis. Et donc là, ma chance, c'est quoi? C'est qu'en 2009, 3 mois exactement après l'assassinat de mon frère, je vois un mail. C'est le Sénat français qui m'invite, un mail de M. André Ferrand, pardon, qui est sénateur, je crois qu'il l'est encore aujourd'hui, au Sénat, au Palais du Luxembourg, qui me dit, Monsieur Namujimbo, vous êtes invité en France pour 10 jours pour la remise du prix de la Plume d'Or, pour la maîtrise de la langue française. Je crois que je parle un peu bien français. En fait, c'est un concours qui est organisé chaque année par l'association DLF, Défense de la langue française, partenaire du Sénat, de l'Académie française, de la Fondation des Alliances françaises. Ce concours est organisé chaque année dans tous les pays francophones du monde. Et moi, tous les concours de mots croisés qui je passe. Et j'ai eu la chance de remporter ce prix-là et tout. Certains de mes amis, pour rigoler, disent « Tu es champion du monde de la langue française ». Et donc, j'arrive en France le 24 mars 2009, sur l'invitation du Sénat. Je suis logé à l'hôtel du Ranelagh, dans le 15e arrondissement. La remise du prix a lieu au Sénat le 3 avril 2009, 10 jours après mon arrivée, 19 jours. Et ma chance, c'est quoi? Je crois en Dieu. Je crois que c'est ça qui m'a sauvé. Parce que moi, je vous jure, je suis venu avec 2 slips, 3 paires de chaussettes. Je devais rentrer chez moi dans 10 jours. Mon ordinateur, mon passeport, point barre. Okay? 1000 projets en tête de reportage que je vais faire à mon retour. La remise du prix est tellement médiatisée. J'ai fait des interviews dans toutes les chaînes, pratiquement, tous les journaux, tous ceux qui s'intéressent à la culture et à la langue française. C'est tellement... Je suis passé en direct à la chaîne du Sénat, la LCP, je crois aussi. J'ai fait des interviews là-bas. De façon que les gens qui me recherchent au pays, ils pensent que comme tous les Blacks, je viens en France pour demander l'asile. Je vous jure, je suis venu pour 10 jours. Ma femme et mes enfants sont restés là-bas. Je reçois des menaces en lingala, la langue, une des langues du pays, qui me disent « Déo, tu crois nous avoir échappé parce que tu es avec tes amis blancs, mais sache que même en France, on peut te faire la peau. » Je connais beaucoup de journalistes français, suisses, canadiens, belges. Je leur montre les mails, ils me disent « Déo, nous savons que tu aimes beaucoup ton pays. Nous savons que tu es courageux, un peu fou à la rigueur. Mais tu vois que si tu rentres, ils ne vont pas te faire de cadeaux. » Moi, je dis « Mais je fais quoi? Moi, je suis venu pour 10 jours. » Ils me disent « Tu vas t'installer à la maison des journalistes, d'une association dans le 15e arrondissement. Ta femme et tes enfants les débarquent tout de suite sur le Burundi. Moi, je reste en France. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ma femme et mes enfants, en 2 jours, sans avoir le temps de trouver un locataire pour la maison, de vendre la voiture ou le frigo, paf, ils sont pris de force, si je peux dire, sous la protection du Haut-Commissariat aux réfugiés au Burundi. Et là, je reste donc à la maison des journalistes avec le service d'assistance juridique de Reporters sans frontières. On introduit le dossier de demande d'asile à l'OFPRA et ça prend du temps pour examiner le dossier. Et je suis convoqué à l'OFPRA le 27 août 2009, je me rappelle, c'était un vendredi.
à 14 h. J'arrive à l'OFPRA, le monsieur, on les appelle officiers de protection. Il me dit, tiens, c'est vous, non? Je dis, oui, vous n'êtes pas mort. Je dis, c'est pas moi qui suis mort, c'est mon petit frère. Je lui explique. Il ouvre son tiroir, il sort tous les articles que j'ai écrits depuis 10 ans. À l'OFPRA, il savait qu'il y a un fou qui risque sa vie pour informer le monde sur ce que vit son peuple. Il sort tous les articles qu'il découpait, qu'il avait sur Internet. Il me dit, vous êtes le seul à nous informer sur ce qui se passe réellement à l'est du Congo. Il ouvre une chemise, il sort chaque fois que j'étais menacé, chaque fois que j'avais échappé à la mort, il y a Reporters sans frontières et les autres organisations de défense des journalistes qui faisaient, on appelle ça des alertes. Ce fou-là, il a encore échappé à la mort, il a encore été arrêté, il a encore été pratiquement torturé. Il ouvre et dit, nous savons qui vous êtes. J'ai eu mon statut de réfugié en 3 jours. C'était un vendredi, le 27 août. Le mardi suivant, le 21 août, ou mercredi, je recevais par la poste, j'étais à la maison des journalistes, je recevais une lettre, donc la décision du directeur général de l'OFPRA qui m'accorde le statut de réfugié. À partir de là, je commence les démarches pour le regroupement familial, parce que ma famille est au Burundi. Je vous ai dit que je suis venu sans aucun papier qui atteste qu'Emerance est ma femme, que Alex, que vous avez vu, est mon fils, que Sissi est ma fille, pas d'acte de naissance, rien. Je comptais rentrer au pays. Et en plus que le pays venait de guerres récurrentes, toutes les mairies ont été bombardées, tous les services administratifs, donc ça a pris 3 ans de séparation. Moi au Burundi, moi ici, ma famille au Burundi. Je ne sais pas ce que je fais en France, ma famille ne sait pas ce qu'elle fait au Burundi. Enfin finalement, chaque fois que l'administration française demandait un document, moi je devais recourir à mes parents restés au pays, à mes amis avocats ou de la magistrature, où je connais tous les amis et tout. Et donc finalement ma famille m'a rejoint ici, nous sommes tous ici, moi, ma femme et mes 7 enfants. Donc nous vivons en France, on s'est bien adapté. Je pense que je vais rebondir un peu sur quelque chose, c'est le fait que qu'est-ce qui m'a coûté tout ça quand Didas, mon petit frère, a été assassiné. C'est que je vous ai dit qu'il y a son téléphone, chacun de ces 2 téléphones qui m'appelait pour me menacer pendant les deuils. Bukavu, c'est une ville où je connais tout le monde, où j'ai grandi. Donc tous les amis qui travaillent dans les compagnies de communication, hein. Ici vous avez Bouygues, Orange, SFR. Là nous avons Vodacom, Celtel et CCT, je crois, CTT. Donc tous les gens qui travaillent là-bas, c'est des amis. Donc ils ont pris ma carte SIM, ils ont su remonter les appels, hein, les SMS et tout. Ils m'ont donné des éléments que j'ai confiés à l'auditorat militaire, la justice militaire, le tribunal militaire qui s'occupait des enquêtes. Et cela a abouti à l'arrestation d'une dizaine de gens liés plus ou moins à l'assassinat de mon frère. Okay? Et c'est ça qui me posait des problèmes. Parce que, après, le colonel, je ne citerai pas son nom, hein, mais le colonel qui était le chef de cette juridiction militaire, il m'a dit, Déo, nous ne saurons jamais ce qui est arrivé à Didas. Je dis pourquoi? Ni à Serge Maéché, ni à Pascal, d'autres journalistes qui avaient été assassinés. Il me dit, j'ai reçu des ordres venant de très haut, un colonel, des ordres venant de très haut, on doit classer le dossier Didas. On ne saura jamais qui a tué Didas. Les gens qui l'ont arrêté, les 10 qui l'ont tué, les 10 qui étaient arrêtés, dans une prison de 2000 prisonniers, après une semaine, 10 jours, il y a 10 évasions. Juste cela. En fait, c'est quoi? C'est que c'est les autorités, certaines autorités, je ne sais pas identifier lesquelles, qui ont leur groupe d'assassins, qu'ils envoient à Vigneux-sur-Seine, qui tuent des gens, semblant de procès, ils vont en prison. On les évade, on les envoie à Marseille. Ils vont faire la même chose. Après Marseille, c'est Brest. Donc, il faut détourner comme ça aux ordres des chefs pour tuer les journalistes et voilà quoi. Donc je pense que je me suis assez présenté. Je pense que j'ai dit les raisons pour lesquelles je suis venu en France.